Le journaliste, raconteur, ex-politicien Jean-François Lisée publie ces jours-ci le deuxième tome de l'évêque Trudeau intitulé « La Révolution tranquille, c'est notre histoire ». À travers cet ouvrage, c'est une période où René Lévesque et Pierre Trudeau se fréquentent, mais en même temps, ils écrivent notre histoire. Ils partagent un cercle commun d'amis qui se rencontrent régulièrement pour discuter des enjeux autour de la Révolution tranquille. Jean-François Lisée l'appelle le Brain Trust. C'est des gens qui se réunissent vraiment, qui débattent des idées. Alors, avant de recevoir Jean-François Lisée, on écoute un extrait d'une entrevue diffusée à CBC, donc les réseaux anglais de Radio-Canada, en décembre 1964. À ce moment-là, René Lévesque est déjà ministre et on l'invite pour répondre à la question suivante. Êtes-vous séparatiste ou non? Et Pierre Trudeau est à ce moment-là devenu, après avoir été refusé plusieurs fois comme professeur de droit, il devient professeur de droit à l'Université de Montréal. Et puis c'est lui qu'on invite à poser les questions à René Lévesque, qui est à ce moment-là, évidemment, dans le cabinet de Jean Lesage. On écoute cet extrait, c'est très important. Écoutez-le bien. Many separatists are identified, rightly or wrongly, by the population of Quebec as forces of disorder. Some people want this disorder and think it is good, but the general opinion is that separatism is a force of disorder now. It is in a way. Mm-hmm. Well, this being true, is there not some danger? But some disorders, I'm sorry, but you'll admit, I think... I'll admit. Some disorders are democratic rights. Completely admit that. What I'm afraid of is the backlash against this disorder. Because we live in a social and political context where forces of authority have traditionally behaved in a very authoritarian way. If you're looking for a society of angels or angelic democracy, we know that we won't get it tomorrow, but I frankly am convinced that it doesn't exist as any kind of real danger. Alors, cet extrait est très important parce que c'est le prologue du livre de Jean-François Lisée et c'est aussi l'épilogue. Alors, Jean-François Lisée, bonsoir. C'est pas anodin que vous ayez choisi cet extrait-là parmi toutes les archives, je sais pas comment vous faites, là, des milliers de pages, des milliers de pages, je pense, des dizaines de biographies pour réunir ces deux personnages à travers l'histoire. Pourquoi vous avez choisi cet extrait comme prologue et comme épilogue? Alors, parce que, donc, mes lecteurs achète un livre qui s'appelle « L'évêque Trudeau ». Ouais. Alors, je veux que dès la première ligne, la première page, l'évêque et Trudeau soient en scène. Ouais. Et cette entrevue, c'est un guet-apens qui est organisé par une émission alors très à la mode qui s'appelle Seven Days, This Hour as 7 Days. Et l'objectif des réalisateurs, c'est vraiment de coincer René Lévesque parce que au cours de l'année qui a précédé, il s'est mis à faire des déclarations où, sans se dire séparatiste, il dit « je pourrais peut-être le devenir ». Et ça les embête beaucoup, puis ils veulent le coincer. Alors, Trudeau a été choisi pour être un des deux intervieweurs. Et donc, à la fin, je mets la transcription. Et cette question que Trudeau pose, vraiment prend l'évêque un petit peu au dépourvu parce qu'il dit « Vous n'avez pas peur qu'un régime autoritaire puisse réagir au désordre provoqué par le séparatisme. » Alors, à quoi pense Trudeau? Il pense qu'un gouvernement canadien pourrait utiliser la force ou autrement pour mater l'indépendance du Québec. Ce n'est pas clair, mais ça nous donne une idée de ce qui se passera dans le tome suivant. L'évêque, lui, lorsqu'on parle d'autoritarisme, il pense à Duplessis, il pense aux policiers qui ont maté la grève de l'amiante. Lui, il n'est pas du tout dans une référence que le Canada pourrait être autoritaire envers le Québec. Alors, ce malentendu entre les deux, j'ai trouvé ça assez savoureux, finalement. Est-ce qu'à ce moment-là, en 64, c'est une forme de rupture entre les deux? Parce que ce que vous nous présentez au début, à la fin des années 50 et début des années 60, alors qu'il y a eu la grève de l'amiante, qui se sont connus à ce moment-là, ils sont réunis avec d'autres, avec une espèce de faune intellectuelle, chez Gérard Pelletier, avec d'autres personnages comme André Laurando, Gérard Pelletier, Jean Marchand et tout ça, pour discuter de quoi? De l'avenir du pays, de l'avenir tout court, au fond. Oui. Bien, la rupture n'est pas encore consommée. On voit, évidemment, ils savent qu'ils sont de deux côtés du débat sur le nationalisme. Et fin 64, M. Lévesque n'a pas encore assumé son indépendantisme. Ça va arriver très bientôt. En 65, là, on peut, avec les témoignages qu'on a de l'interne, que c'est
au printemps 65 qu'il a décidé dans sa tête qu'il était indépendantiste. Pierre Trudeau, lui, est très clair depuis... il a été indépendantiste lorsqu'il avait 20 ans, mais depuis les années 50, il est contre le nationalisme. Et donc, ils savent tous les deux, lorsqu'ils se voient fréquemment, qu'ils ne sont pas sur la même longueur d'onde là-dessus. Mais ils ont beaucoup d'atomes crochus sur des tas d'autres questions. Ce qui les unit d'abord, à ce moment-là, après la grève des réalisateurs, parce que la grève des réalisateurs, c'est un déclencheur. Oui. C'est un déclencheur pour l'évêque qui, avant ça... Le Radio-Canada devrait dire. Oui, donc en 59. L'évêque ne s'intéresse peu au nationalisme québécois, ou en tout cas n'est pas contaminé par lui. Et c'est parce que dans cette grève, ça c'est à la fin du premier tome de l'évêque Trudeau, dans cette grève, il se rend compte que le principal instrument culturel des francophones, Radio-Canada à l'époque, la seule chaîne de télé, est fermé depuis plusieurs semaines et le Canada anglais s'en fiche. Et là, il s'aperçoit qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce pays-là. Parce que si c'était CBC qui était fermé depuis 3 jours, le gouvernement canadien s'en serait mêlé. Alors, c'est là qu'il devient nationaliste et c'est là qu'il devient un tribun qui prend position pour une cause, celle du syndicalisme, et ça l'amène à aller en politique dès 1960. Ce que Trudeau ne fait pas, parce que lui, il considère que le Parti libéral du Québec est... Les pouvoirs d'argent risquent trop d'empêcher son ami l'évêque, qui est au gouvernement, de faire les réformes qu'il veut faire. Mais quoi qu'il en soit, ce qui m'a beaucoup intéressé dans cette période de 60 à 65, c'est que c'est le moment où Trudeau et l'évêque sont le plus souvent ensemble. Oui. Alors, vous l'avez dit, Anne-Marie, il y a un moment où l'évêque dit « J'ai tellement d'idées, je veux avoir des gens de qualité... » pour discuter de ça. Alors, ça va être Jean Marchand, le grand syndicaliste, vous l'avez dit, Gérard Pétier et Trudeau. Et donc, tous les 2 vendredis soirs, pendant 1 an et demi, 2 ans, ces gens-là vont se rencontrer pour débattre de tous les sujets contemporains du Québec qui est en ébullition à ce moment-là. Et évidemment, le sujet central, c'est que l'évêque s'est convaincu, lui, qu'il fallait nationaliser l'électricité, ce qui n'était pas dans le programme du Parti libéral. Jean Marchand est d'accord avec lui, mais Trudeau résiste. Ne l'est pas à cause du coût que ça représenterait, mais aussi, les chapitres, c'est les manœuvres de René Lévesque pour convaincre Jean Lesage. Parenthèse, on apprend que Jean Lesage buvait beaucoup, beaucoup, beaucoup. On savait qu'il buvait, mais tant que ça, on ne savait pas. Vous nous le rappelez, vous nous l'apprenez. Et donc, il demande à Jacques Parizeau de faire les chiffres, de combien ça coûterait. Et Trudeau trouve que la nationalisation de l'électricité, c'est une dérive nationaliste. Oui. Alors, d'abord sur Jean Lesage. Effectivement, il avait besoin d'alcool pour fonctionner. Tout le matin. Mais, y compris le matin, pour présider le Conseil des ministres, etc., mais il était parfaitement fonctionnel. OK? Il était un bourreau de travail. Moi, je suis sorti de ma recherche sur Jean Lesage avec une grande admiration. Il lisait tous les dossiers. Exactement. On lui remettait un gros dossier la veille. Le lendemain matin, il était annoté. Parfois, il appelait les fonctionnaires directement pour vérifier un détail dans un graphique qui était dans la 4e annexe. Un bourreau de travail. Et la Révolution tranquille, il en est le capitaine. OK? Il n'en est pas le moteur, mais le capitaine. Pour ce qui est de la nationalisation, c'est sûr. Au début, Lesage, lorsque pour la première fois l'évêque lui en parle, il dit « over my dead body », qui était une expression anglophone qu'il utilisait de temps à autre. Et donc, l'évêque doit faire, et il le dit dans une entrevue que j'ai retrouvée, qui n'avait pas été utilisée, il dit « il faut bulldozer ». Il faut bulldozer. Alors, tout le monde savait à l'époque que s'il n'y avait pas la nationalisation, il allait démissionner. Mais ce que je découvre, c'est qu'une rumeur qui circule à l'époque, qu'il créerait son propre parti politique. Avec Jean Drapeau, maire de Montréal, extrêmement populaire, et Jean-Jacques Bertrand de l'Union nationale. Et cette rumeur, elle est publiée. Et ce que j'ai appris, c'est qu'il dit, bien évidemment, je l'ai fait circuler. Elle vient de moi. Oui, alors, c'est pas clair si elle vient de lui, mais en tout cas, c'est clair qu'il n'a rien fait pour l'empêcher parce que ça créait un danger existentiel sur le gouvernement Lesage qui, c'est sûr, perdrait une élection contre ce super parti
pour pousser le sage à accepter de nationaliser l'électricité. Bien, il aura travaillé fort, il aura encerclé le sage. Vous parlez de bulldozer, mais il l'aura encerclé par Gérard Pelletier, son ami qui est rédacteur en chef de la presse, André Laurendeau qui est rendu au devoir. Tous ces gens-là qui réfléchissent ensemble, qui publient des articles, puis ils finissent par convaincre le sage de le faire. Et là, le sage se fait pousser, il est sous pression. Ils vont au lac à l'épaule. Et c'est à la dernière heure du lac à l'épaule que finalement Jean Lesage cède. On voit des images peut-être du lac à l'épaule. C'est un chalet dans le parc, qui, on le voit là, où Churchill d'ailleurs est allé. Oui, Churchill est allé, Roosevelt est allé. Alors, donc, c'était l'endroit, on appelait ça le chalet des ministres, parce que depuis Duplessis, tous les ministres voulaient aller là. Et donc, je raconte presque heure par heure la fin de semaine où ça se déroule. Et à la fin, Jean Lesage, personne, les autres ministres ne savent pas est-ce qu'il est pour, est-ce qu'il est contre, est-ce que l'évêque va démissionner. Le responsable des finances, qui est George Marler, lui, il veut démissionner si la nationalisation se fait. Et le sage, au dernier moment, décide d'imposer la nationalisation à son Conseil des ministres en disant « Non seulement je suis pour, mais on devrait faire une élection là-dessus. » Et donc, il renverse la table. Et là, on s'aperçoit que le sage, qui semblait être traîné par l'évêque tout ce temps-là, c'est lui qui donne le coup. Il prend le capital politique de ça. Et ensuite, il prend le capital politique et il devient un excellent propagandiste, comme si il se convainc que c'était son idée depuis le début. Ça déclenche une élection parce que déjà, le gouvernement Lesage, il y a beaucoup d'insatisfaction. Pour certains, ça va trop loin, d'autres, ça va pas assez loin. Mais ça me mène à travers votre récit sur plusieurs thèmes, on pourrait parler du nucléaire. La nationalisation de l'électricité, ça prenait quand même un visionnaire parce que, avec les débats que l'on vit actuellement, à travers le Canada, à travers le monde sur l'énergie, on se demande où serions-nous s'il n'y avait pas eu à ce moment-là la nationalisation de l'électricité, n'est-ce pas? C'est le socle de ce que nous sommes aujourd'hui. Vous nous révélez d'où l'on vient pour savoir où on est aujourd'hui. C'est ça. Et le fait que cet élément fondateur de l'économie moderne du Québec a été le fruit d'un chantage de Lesage et d'une imposition, chantage de l'évêque et d'une imposition de Lesage, qui est devenu consensuel par la suite, mais il faut toujours regarder, les origines ne sont jamais aussi claires. Mais où est-ce qu'on serait sans ça? Bien, les entreprises privées auraient continué à développer... Anglophone, américaine. Bon, Hydro-Québec existait avec un certain nombre, et ils avaient le contrat de la Manic. Donc, on aurait eu du privé puis du public, mais les profits ne seraient pas revenus au Québec. Et l'ingénierie québécoise ne se serait pas développée parce que l'évêque se bat, par exemple, pour que ce ne soit pas des étrangers, mais Hydro-Québec qui s'occupe des projets en cours. Mais déjà, on suit, il y a un autre parcours qui se fait à travers ces deux personnages-là. C'est cette idée de la place du Québec dans le Canada. On en parle beaucoup déjà à ce moment-là. Même sous Duplessis, il y en était question. Alors, c'est intéressant de voir comment ça évolue, puis comment aussi leur parcours va prendre des directions différentes, puisque Trudeau, vous le dites, et défend un nationalisme pluriethnique, alors que l'évêque veut l'affirmation on appelait encore ça des Canadiens français. Vous nous racontez comment on passe à l'expression québécoise. Alors Trudeau, lui, ce qui l'intéresse, c'est les individus. Il est même pas... Le pluriethnique, ça va arriver beaucoup plus tard. Lui, il dit, il y a deux langues dans ce pays-là. Il y a une nation, deux langues. Il est contre l'idée qu'il y ait deux nations. Il est contre l'idée que le Québec ait plus de pouvoir que les autres provinces parce qu'il pense que ça va être... Le Canada va donner des pouvoirs aux deux communautés. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 60, tout est remis en question. Les Québécois sont étonnés de la rapidité avec laquelle ils font des changements. Ils ne savent pas lesquels ils sont en train de faire. Ils en ajoutent tous les 2 mois par rapport au programme de 1960 du Parti libéral. Puis là, ils s'aperçoivent qu'ils n'ont pas suffisamment de pouvoir pour faire tout ce qu'ils veulent faire. Et tout le monde est d'accord. Je veux dire, Jean Lesage est d'accord. Les éditorialistes, Gérard Pelletier, etc. La vieille Constitution, ça ne tient plus. Ça en prend une nouvelle. Pourtant, ils viennent d'Ottawa, tous ces gens. Il y en a qui viennent d'Ottawa, en effet. Mais ils disent, ça, c'est une vieille affaire. Il faut tout refaire. Puis il faut augmenter la place du Québec. Et là arrivent les indépendantistes du Rassemblement pour l'indépendance nationale. Et moi, ce qui m'a fasciné dans la recherche, c'est de voir les contacts entre Pierre Bourgault et Pierre Trudeau. Et comment, évidemment, Trudeau est à l'Université de Montréal. C'est un lieu où
les étudiants sont très indépendantistes. On voit passer Lisiane Gagnon, on voit passer Denise Bombardier, Bernard Landry, Marc Laurando, peut-être que vous en avez entendu parler. Alors, ils sont tous là. Et au début, Trudeau montre une curiosité amusée face à ça. Il n'est pas d'accord, mais, par exemple, il est entraîné au premier rassemblement public du RIN, au Jésus, où Pierre Bourgault prononce son premier discours en carrière. Premier discours en carrière, et Trudeau est présent. Ensuite, il va là où on le voit parce qu'il est allé à l'ouverture de la permanence du RIN à Montréal. Qu'est-ce que Trudeau est allé faire là? Il était invité par une amie indépendantiste, future conjointe de Guy Rocher, d'ailleurs. Et donc, il baigne dans ce milieu-là, il rencontre Bourgault, et le seul débat que Trudeau a jamais fait en public avec un indépendantiste, c'est avec Pierre Bourgault à l'Université de Montréal. Et là, je raconte ce débat-là. C'est comme si on y était. Vous nous amenez dans les coulisses du pouvoir, les coulisses des idées qui se développent, qui se débattent et tout ça. Mais on peut aussi se demander, par exemple, il y a un autre débat qui se fait, c'est... Ah oui, j'ajouterais que vous l'écrivez, Trudeau dit que la Constitution n'a pas besoin d'être changée. Le Québec a juste à prendre sa place là-dedans. Exact. À peu près. Exact. Alors, Lui, tout le monde se cherche, OK? Mais... Sauf Trudeau. Lui, il sait, il ne faut pas toucher à la Constitution, c'est un panier de crâne, il faut juste occuper le pouvoir. Mais le parcours des deux hommes, c'est que l'évêque a été journaliste, il a couvert la Deuxième Guerre, il devient ministre, il s'engage, il défend des idées de la nationalisation de l'électricité. Pendant ce temps-là, Trudeau écrit dans Cité Libre, c'est un joueur important de cette époque-là. C'est un multimillionnaire en dilettante. Il va en Chine, rencontrer Mao, il est fasciné par la Chine. Il essaie de ramer jusqu'à Cuba. Finalement, ça ne marche pas, mais il finit par aller à Cuba et rencontre Castro. Il est fasciné par le marxisme, par le système communiste et tout ça. Là. Et c'est un millionnaire en dilettante qui devient un jour premier ministre du Canada. Oui. Quand même... C'est extraordinaire parce que il est dans la quarantaine, puis effectivement, son premier emploi stable, c'est d'être prof à l'Université de Montréal. Il a été refusé 2 fois par le cardinal Léger. Puis... Exactement. Mais il a une tâche extrêmement légère. 3 heures par semaine. Oui, non, mais c'est très, très peu. Mais il est présent dans les débats, puis effectivement, il a la capacité d'aller en Chine pendant 6 semaines, de faire cette tentative de traverser en canot expérimental entre Key West et Cuba, et il voyage très régulièrement. Donc, mais on sent dans ses écrits, quand on les suit pas à pas, qu'il brûle d'envie d'être en politique. Mais au début, il pense être en politique québécoise. Et d'ailleurs, il y a un moment où on sent qu'il pense qu'il aurait dû y aller avec l'évêque chez Le Sage. Ensuite, il trouve que Le Sage, son gouvernement est trop nationaliste. J'indique que l'évêque lui offre d'être candidat en 1962. Il refuse. Mais ensuite, il écrit qu'il a très peur que le gouvernement Le Sage ne soit pas assez à gauche. Lui, il est très à gauche. Évidemment, l'évêque aussi est très à gauche. Mais ils disent, on devrait créer notre propre parti québécois au Québec. Il pense au NPD. Parce qu'il a peur, que l'Union nationale revienne. OK? Et c'est seulement ensuite, lorsqu'il voit que ça se développe tellement au Québec, puis le nationalisme se développe, il dit qu'il faut aller faire contrepoids à Ottawa. Et en 1963, il veut se présenter avec Lester Pearson, mais Lester Pearson renverse sa position sur la présence d'ogives nucléaires sur le territoire canadien. Sur le Beaumarc. C'est ça, les missiles Beaumarc. Et lui, Trudeau, comme Jean Marchand et les autres, étaient opposés au nucléaire. Et c'est ce qui fait une rupture. Ce qui l'empêche de devenir député en 1963, c'est l'affaire nucléaire. Est-ce qu'on parlait de nationalisme de Trudeau tout à l'heure. On est en pleine une époque de nationalisme canadien en ce moment. Vous le savez, vous le commentez tous les jours au Mordu. Est-ce qu'il y a une parenté entre Mark Carney et Pierre-Éliott Trudeau sur l'idée du nationalisme? Oui, parce que Pierre Trudeau n'était pas anti-américain, mais il n'était pas pro-américain. Il voulait développer un Canada indépendant des États-Unis. Est-ce que Mark Carney l'aurait fait tout seul? Ça lui est imposé par Trump. Et donc, lui, par la force des circonstances, Carney doit être nationaliste canadien, mais Trudeau, lui, voulait une indépendance plus grande pour le Canada face aux États-Unis. Alors qu'il y a eu des échanges même avec
entre Pearson et Kennedy, sur lequel on pourrait revenir. C'est un récit absolument... C'est un roman historique, à la fois un thriller politique aussi, des fois policier avec la corruption. Dans les élections, les mœurs électorales, on comprend comment René Lévesque avait besoin de faire le ménage là-dedans. Exact. Et quand il est devenu. Merci beaucoup. Je voulais vous demander, vous comme ancien chef politique, comment vous avez vu ça en quelques secondes? Avez-vous vu quoi? L'ajout de politique. Ah, ben moi, je me dis que René Lévesque, délinquant comme il était, aurait jamais toléré qu'un de ses ministres, lorsqu'il a été premier ministre, soit aussi délinquant que lui l'a été pour Jean Lesage. Merci beaucoup, Jean-François Lisée. À lire et on attend les 2 autres tomes bientôt. Merci infiniment.